Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bienvenue au Salon du Livre de Montréal, édition spéciale 2020 en mode virtuel. On se rend ça agréable, on a de superbes invités et moi je m'appelle Claudia Larochelle. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir un de ceux-là, un de nos auteurs invités. Il s'appelle Serge Marquis et il vient de faire paraître un livre jeunesse, un album jeunesse qui s'intitule Papa, un livre jeunesse qui a été illustré par un collègue à vous, par quelqu'un qui a fait de magnifiques illustrations et qui s'appelle Gilles, je m'excuse. Oui, c'est ça, Rapaport. Oui, exact. Gilles Rapaport, qui est d'Europe, oui. donc c'est pas un créateur du Québec. Non. Et c'est paru, Monsieur Marquis, aux éditions de La Martinière. Pourquoi être allé en Europe pour publier ce livre-là? C'est l'histoire du livre, en fait. Je vais être ému quand je vais en parler parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie de façon très, très forte, ce livre-là. Lundi, ça va faire 2 ans que mon père est décédé. Et quand papa est décédé, je savais que j'aurais à m'adresser à beaucoup de monde aux funérailles parce que mes frères et mes sœurs me l'avaient demandé. Et je savais qu'il y aurait des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et je me suis dit, comment vais-je faire pour parler à tout ce monde-là afin qu'un message puisse rejoindre l'ensemble de ces personnes-là, autant les petits bouts de chou que les adultes, et j'ai envie de dire l'enfant que dans les adultes aussi. Alors, j'ai écrit un texte pour essayer de rejoindre tout le monde. Et à la fin de la cérémonie, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire « Écoute, ça nous a tellement fait bien. » Le lendemain, j'ai reçu un courriel de Gilles Rapaport, qui est en France, avec lequel j'ai déjà travaillé pour d'autres bouquins. Oui. Et Gilles me dit « J'ai appris que ton père était décédé. Alors, je t'envoie mes condoléances. » Mais il dit « C'est quand même particulier. Mon père est très, très malade présentement. » Alors moi, je lui envoie le texte, pensant que ça pourrait peut-être lui faire du bien, puisqu'on m'avait dit que ça avait fait du bien à des gens. 24 heures après, il me réécrit avec des esquisses, des dessins. Et il dit, Serge, il faut qu'on fasse un livre pour les enfants. J'ai dit, Gilles, on ne peut pas faire un livre pour les enfants avec ce texte-là. C'est un texte sur la mort. Il me répond, non, c'est un texte sur l'amour, Serge. Alors là, j'étais extrêmement ému. Et il m'envoie d'autres dessins, d'autres esquisses qui, à chaque fois, venaient me chercher. C'était tellement vibrant, là, c'est ce qu'il faisait. Alors, j'ai envoyé ça. J'ai un agent maintenant qui s'occupe de mes livres en France. Alors, j'ai envoyé ça à l'agent. Et il dit, écoute, j'ai lu ça avec ma conjointe. On était super touchés. Il dit, j'amène ça à la maison d'édition, à La Martinière. Et il me réécrit 2 jours après, il dit, j'ai présenté ça à l'éditrice jeunesse. Elle l'a lu devant moi, elle a fermé, puis elle a dit, on publie. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que le travail... En fait, ce livre-là, je n'avais pas pensé qu'il viendrait au monde. Je ne savais pas que ça serait un livre quand j'ai écrit ce texte-là. Et il est venu au monde à cause de l'amour qu'a eu Gilles pour le texte, puis les personnes par la suite qui l'ont lu, et bien sûr les dessins extraordinaires que Gilles a fait. Tout en sobriété... en cohérence, il y a quelque chose de très poétique aussi dans le trait. La création de Gilles s'amalgame. Ça rime très bien à votre texte, Serge Marquis. Je me demandais aussi, le deuil expliqué aux enfants, c'est pas simple. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans votre texte, c'est que oui, on explique le deuil aux enfants. C'est aux éditions de La Martinière Jeunesse, ce livre-là, Papa. Donc, il y a quelque chose de très enfantin, très ludique, juvénile. Mais en même temps, on s'adresse beaucoup aux adultes aussi. Parce que moi, autant je l'ai pris comme un texte pour adultes que je l'ai lu à ma fille qui a 7 ans et qui l'a vu comme un texte de jeunesse, qui l'a interprété de cette manière-là aussi. Tu sais, elle l'a compris aussi.
Et ce qu'on comprend dans ce livre-là, c'est que quand quelqu'un part, meurt, et vous m'avez aidé à l'expliquer, la mort, bien, cette personne-là se retrouve dans l'amour. Et ça a été... Comment vous l'expliquez, ça? Vous avez eu cette espèce d'image très évocatrice qui fait l'angle, en fait, qui fait le nerf de ce livre-là. Comment c'est né, ça? Je me suis mis dans la peau de petits-enfants, encore une fois, là, qui allaient être présents lorsque j'allais prononcer l'hommage à mon père. Puis je savais qu'il y en avait qui avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et j'ai essayé, c'est fou, hein? J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un enfant de 5 ans, puis je me suis dit, si j'étais dans la salle, qu'est-ce qu'il y aurait dans ma tête? Puis, la première question qui m'est apparue, ça a été, où il est? Où il est, papa? Tu sais, il me semble que c'est une des premières questions qu'un enfant peut poser quand il perd un être cher. C'est pas nécessairement, ça peut être un ami, ça peut être un grand-parent, parce que présentement, dans la période qu'on traverse, il y a beaucoup d'enfants qui perdent leurs grands-parents, etc. Alors, où ils sont? Puis je voulais pas apporter une réponse comme celle que j'ai déjà entendue, pas parce que je voulais pas aller dans un univers de croyances. Je veux pas dénigrer rien, là. Je voulais juste pas aller là. Et c'est pour ça qu'en commençant le livre, je me suis dit, au fond, si je posais cette question-là, tout ce que je voudrais, ça serait une réponse parfaitement honnête. Je voudrais qu'on me dise quelque chose qui est vrai. Et ce qui m'est apparu clair à ce moment-là, qu'une réponse honnête, ce serait, bien, il est dans l'amour, mais dans l'amour que t'as, toi, pour lui, que t'as encore. Il est pas là, puis il sera pas là demain, puis il sera pas là dans un mois, puis il sera pas là dans un an, mais il va être encore dans l'amour que t'as pour lui, parce que cet amour-là va perdurer. Mon père est, comme je disais, ça va faire 2 ans lundi qu'il est parti, puis j'éprouve encore tout l'amour que j'ai toujours eu pour lui. C'est encore là. Alors, et cet amour-là s'est construit au cours de la vie qu'on a eue ensemble, à travers les gestes qu'il a posés pour moi quand j'ai grandi, qui étaient des gestes d'amour, qui faisaient apparaître en moi l'amour pour lui. Et c'est ça qui faisait que cette réponse-là, je crois, est apparue. Et je pense que c'est ça qui aussi a permis à des personnes de venir après pour dire, écoute, merci, ça m'a tellement fait de bien parce que j'avais pas eu de réponse avant, par rapport à un départ dans ma vie qui m'avait fait autant bien que cette réponse-là. Parce que je porte maintenant en moi une espèce de présence à travers l'amour que j'ai éprouvé pour cette personne-là, que j'éprouve encore, qui fait que je me sens bien avec... bien, dans la mesure où on peut se sentir bien, mais qui fait que je me sens en paix, peut-être, avec cette situation-là. Serge, vous êtes spécialiste en santé communautaire et consultant dans le domaine de la santé mentale au travail. Vous donnez plus de 150 conférences par an. En 1995, vous avez mis sur pied votre propre entreprise de consultation, Tortue, donc organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les entreprises. Vous intervenez régulièrement dans les médias au sujet justement du travail en entreprise, la santé mentale, des failles dans certains systèmes institutionnels, dans certaines entreprises, compagnies, etc. Vous avez déjà publié aux éditions de La Martinière « On est foutu, on pense trop »,« Les aventures illustrées de Pansouillard le hamster »,« Bienvenue parmi les humains »,« Petit traité de bienveillance envers soi-même » et un roman « Le jour où je me suis aimée pour de vrai ». Voilà. Donc, c'est pas votre premier livre. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui travaille qui travaille justement comme consultant dans le domaine de la santé mentale en milieu de travail décide un jour de dire « Hey, moi, je vais écrire des livres ». Pourquoi avoir fait ce choix-là à un moment donné dans votre existence? J'ai toujours rêvé de le faire. Ça, c'est une autre histoire incroyable. Ça me touche encore. Parce que j'avais 11 ans, puis je disais à mes parents, moi, j'aimerais ça devenir écrivain. Et j'étais dans un milieu modeste où, bien sûr, comme plein de personnes qui voulaient choisir un métier dans l'univers des arts, pouvaient se faire dire, ben écoute, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Nous, on a tiré le diable par la queue. Tu pourras faire autre chose puis le faire comme hobby. Alors, comme j'ai toujours rêvé d'écrire, ben j'ai écrit. Pendant tout mon cours de médecine, j'écrivais. Les professeurs parlaient en avant, puis parfois, je m'en allais écrire des
poèmes dans mes notes. Heureusement, j'avais des bons amis qui me passaient leurs notes par la suite, mais personne ne m'empruntait les miennes. Alors, donc, j'ai toujours écrit. Puis quand j'ai commencé à soigner des personnes qui souffraient de problèmes d'épuisement au travail, de détresse psychologique dans l'espace de travail, parce que j'ai fait ça pendant 30 ans aussi, j'essayais de leur proposer des lectures. Et puis, certaines personnes me disaient « Écoute, j'ai essayé de lire les livres que tu m'as proposés, là, puis après 3-4 pages, je comprenais pas trop. Pourquoi tu n'en écris pas un, toi, un livre? » Alors, à un moment donné, j'ai décidé de m'y mettre, puis ça a donné naissance à ce petit livre qui s'est appelé « Pensouillard, le hamster ». Petit traité de décroissance personnelle, qui est devenu « On est foutu, on pense trop » en Europe, et qui s'est promené dans plusieurs pays, d'ailleurs, parce que ça répondait, je crois, à un besoin profond à notre époque. Puis il y a un lien avec papa, étrangement, parce que dans l'espace de travail, beaucoup de personnes que j'ai vues vivaient des changements, mais accélérés, radicaux à l'intérieur des organisations, parce que les organisations changent vite maintenant à cause de la compétition qu'il y a entre certaines organisations, le besoin de s'ajuster toujours aux nouvelles technologies, aux nouvelles informations qui apparaissent, etc. Donc, il y avait des changements qui impliquent des pertes. Perte au niveau des tâches, perte au niveau des responsabilités, perte au niveau du sens de leur travail parfois. Donc, des deuils à faire. Et ça, c'est important parce qu'il y en a beaucoup dans l'espace de travail. Puis une chose que je ne voyais pas, c'est des espaces de parole pour en parler. On avait l'impression qu'il y avait on considérait que le deuil, ça devait se faire de façon instantanée. Déjà, quelqu'un qui m'a posé la question, d'ailleurs, vous n'aurez pas un truc pour qu'on fasse un deuil de façon instantanée? J'ai dit, écoutez, monsieur, si j'en avais un là, dans un sachet, puis qu'on pouvait mettre ça dans une tasse d'eau chaude, puis le boire, là, je vous en donnerais pas. Parce que le deuil, c'est un espace important. C'est un espace de guérison. C'est un espace d'apprentissage. Et c'est vrai, Serge, marqué qu'on passe moins de temps à vivre nos deuils. Hein. On a abrégé, pour ne pas dire aboli, tellement de processus, de rituels. Maintenant, on est en recherche. On adhère plus aux mêmes religions auxquelles on adhérait précédemment. On n'a plus les mêmes croyances. On en a ou on n'en a plus. Mais c'est sûr que notre manière de concevoir l'étape du deuil a vraiment pris le bord, permettez-moi l'expression, mais avec les années, hein, dans les histoires, ne serait-ce qu'à travers l'histoire du Québec, par exemple. Il faut tout faire de façon instantanée. Hein? L'immédiateté, l'instantanéité. Oui. Puis le deuil, ça ne peut pas se faire de façon instantanée. C'est une rencontre avec soi-même, le deuil. C'est une rencontre avec sa peine, c'est une rencontre avec sa tristesse, c'est une rencontre avec la perte, c'est une rencontre avec l'amour qu'on a à l'intérieur de soi. Aussi, il ne faut pas les sauter. Puis tout ça, c'est important. Il y a des étapes qui sont très, très, très bien connues. C'est même c'est pour abréger les souffrances? On fait du déni. D'ailleurs, la première étape du deuil, c'est l'étape du déni. Hein? Oh non, faites-en pas avec ça, ça va passer, etc. Ou encore le déni, c'est souvent non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Moi, les pertes que j'ai connues, j'ai été dans le déni à un certain moment. Ça se peut pas, c'est pas vrai. Dans le travail, c'est la même chose. Non, ils nous enlèveront pas notre tâche, c'est pas vrai, c'est des rumeurs. Bon, c'est du déni. Puis on veut pas rencontrer dans l'espace de travail, quand quelqu'un vit un deuil, là, on veut pas se donner le temps d'en parler. T'as de la peine. Ben oui, j'ai de la peine. J'ai perdu mes tâches. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je connais ça. Puis j'ai perdu mes collègues parce qu'on m'a muté dans un autre département. J'ai de la peine. C'est normal. Il y a des gens avec qui j'allais prendre mon café le midi, etc. Puis je les vois plus. Alors, et ça, pour passer à travers ça, un des moyens les plus efficaces, c'est le soutien. C'est le soutien des gens qui sont autour de nous. Alors, si on ne se donne pas d'espace pour aller dans ce soutien-là, ça va être encore plus difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le refouler. Ça va sortir de toutes sortes de façons, en problèmes de santé parfois, en déprime, en détresse psychologique de toutes sortes, en burn-out, parce que puis on va confondre le burn-out avec un deuil qui n'a pas pu être vécu. Alors, si on prenait le temps, là, moi je disais à des gens, des gestionnaires, vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu un de vos employés, là, il est parti ou encore il est même décédé. Parlez-en, faites une réunion, échangez, demandez aux gens comment ils se sentent.
C'est fondamental. Ces gens-là, ils sont aussi dans l'amour qu'il y avait pour cette personne-là. C'est pas des sans-cœurs, pas tous en tout cas. Dites-moi, avec la pandémie, les gens travaillent maintenant seuls, chez eux, pour la plupart en tout cas, font du télétravail, tout ça, des sessions Zoom. Mais on n'a plus ces espaces-là actuellement pour dire on va aller prendre un café avec un collègue, on va aller manger. On se rencontre plus en réunion comme avant. Il n'y a plus la même présence en chair et en os qu'on avait auparavant. Ça, j'imagine que ça change aussi dans les rapports puis les dynamiques en entreprise. Vous avez certainement vu un avant puis un pendant, puis il y aura un après, là. Oui, on souhaite tous que l'après arrive le plus tôt possible, là, mais... Avec des séquelles. Oui, bien sûr, parce qu'on est des êtres de relation. C'est ça, hein? Oui. Nous sommes des êtres de relation. On peut pas... Moi, pour expliquer ça, là, je dis aux gens... On ferait disparaître tous les arbres de la planète, là. Bon, on disparaîtrait. Pas parce que les arbres nous manqueraient, parce que les arbres fabriquent notre oxygène. On respirerait plus. On est des êtres de relation à ce point-là. Alors, imaginez à quel point on est des êtres de relation avec les gens qui nous entourent. C'est pour ça que quand il arrive des transformations, des changements, des bouleversements dans nos vies, on a besoin d'espace pour échanger là-dessus, dire comment on se sent, écouter l'autre, accueillir l'autre pour savoir comment il se sent, parce que ça nous aide à nous sentir moins seuls aussi. Alors là, on est confiné, on est en télétravail. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, ça c'est important. Puis il y a aussi il y a des aspects de la rencontre qu'on a quand on est près d'une personne qu'on n'a plus. Il y a des dimensions de la communication humaine là, qui sont dans le non-verbal, même si on a un écran, il y a des détails parfois. Un petit sourcillement, un mouvement de la tête, des choses qui nous échappent et qui sont importantes dans la communication qu'on a avec l'autre. Et tout ça nous manque. Donc, il y a un vide pour beaucoup de personnes qui n'est pas nommé. Est-ce que vous intervenez en ce moment en entreprise, vous, par rapport à ça, justement? Je fais beaucoup de Zoom, de Teams, de toutes sortes de choses que je connaissais pas. L'ironie du sort, c'est un peu ça, oui. C'est fou, hein? Ouais. J'apprends ça D'ailleurs, je dis à des gens, je dis, c'est curieux, j'aurais jamais cru que je serais aussi occupé que pendant cette période-là, justement pour parler de ces sujets-là. Mais je le fais, paradoxalement, en Zoom, avec tous ces moyens-là. Il y a parfois, on y arrive parce qu'il y a une ouverture quand même. Hein? Il y a un besoin, puis il y a une ouverture pour aller chercher l'autre, aller accueillir l'autre. Et puis, on laisse tomber les barrières technologiques ou autres, puis on s'accueille à travers ces moyens-là. Ça, je le vois aussi. En passant, il faut les utiliser. C'est ce qu'on a actuellement, donc utilisons-les parce que ce dont on a besoin, c'est d'être en connexion. Et c'est sûr que si on reste renfermé dans son salon, dans sa chambre à coucher ou dans sa cuisine, puis qu'on n'a pas de contact, c'est une des pires choses à faire. Il faut maintenir les contacts présentement, c'est fondamental. Et la lecture permet ça. Quand on fait la lecture à l'autre, ça permet justement d'avoir des contacts puis des relations assez privilégiées aussi avec l'autre. En tout cas, un parent qui lit une histoire à un enfant va ressentir ça, et ça, c'est précieux, puis c'est précieux à cultiver. C'est ce que j'ai ressenti en lisant votre livre à mes propres enfants, et non sans pleurer. Je me suis un peu cachée parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée, cette histoire-là. C'est comme si vous mettiez des mots sur des émotions ressenties, et là, tout en nous, il y a comme quelque chose, on ouvre une porte vers une compréhension du phénomène de la mort et de la perte, le deuil aussi de quelqu'un qu'on a aimé, par exemple. À qui s'adresse ce livre-là? On m'a fait une blague à un moment donné. C'est quelqu'un qui m'a dit, écoute, ton livre, là, c'est pas pour les enfants, c'est pour les 5 à 105 ans. Là. Oui. C'est pour les enfants qui sont en nous toute notre vie. Et je voudrais raconter une anecdote là-dessus, puis faire le lien avec ce qu'on disait juste avant. La connexion, là, moi, comme adulte, je peux peut-être essayer d'aider des enfants à traverser des deuils. Mais curieusement, je veux dire une chose énorme, là. Il y a des enfants qui aident des adultes aussi à traverser des deuils. Bon, moi, j'ai des petits-enfants. J'ai 2 petits-enfants. Ils sont en France parce que notre fille habite Gaillac, qui est dans la région de Toulouse. Et ce livre-là, je ne peux pas faire autrement qu'être très émotif quand j'en parle parce que au moment où mon père est rentré à l'hôpital, j'étais en France, chez ma fille qui s'apprêtait à accoucher. Alors, je reçois un texto de ma sœur qui dit « Écoute, papa vient de rentrer à l'hôpital, ça a l'air sérieux. » Et je savais que ma fille allait accoucher d'une journée à l'autre. Alors, c'est assez commun, hein, ce qui est assez fréquent, je veux dire. C'est fascinant, hein? Ouais. Alors là, je lui dis ça, puis elle commence à me chercher des billets sur Internet, puis là, tout à coup, elle nous dit « j'ai des contractions. »
puis elle est allée accoucher quelques heures plus tard. Alors, je suis allé à la maternité le lendemain voir notre fille, notre petit-fils, et puis le conjoint, puis l'autre aussi, le plus vieux. Mais on mangeait ensemble le soir même, c'est-à-dire la veille, pardon, avant 40, on a mangé ensemble. Et le plus vieux, qui a 3 ans, avait appris que mon père venait de rentrer à l'hôpital. Et j'étais assis à côté de lui à la table, puis il a passé sa main sur mon bras, comme ça, mon avant-bras. Moi, je pensais qu'il voulait avoir le sel ou le poivre. Fait que je me suis retourné vers lui, j'ai dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Jules? » Il me dit « C'est juste une caresse, papou. Oh. » Et ça, là, c'est extraordinaire. Ça, c'est le soutien. Ça, c'est la connexion. Ouais. Et c'est ça qu'on n'a peut-être pas facilement avec Zoom, puis avec... mais il faut quand même y aller pour essayer de retrouver cette connexion-là profonde. Parce que moi, je n'oublierai jamais ça. J'ai fait quoi? Il comprend ça. Ouais. Il est déjà à 3 ans capable de dire... Bien, ils ont déjà une intelligence émotionnelle, affective. Ce bagage-là est déjà en eux. C'est peut-être que des fois, je pense qu'ils ont du mal à gérer ces émotions-là, comme nous, les adultes même. Mais eux, c'est plus à l'état brut. Mais des livres comme le vôtre donnent une espèce de matière puis une espèce de chemin pour y arriver justement à cette compréhension-là d'une émotion soudaine qui est difficilement explicable à un enfant, là, en général. Parler de la mort à un enfant, c'est assez difficile, là, quand même. Absolument. C'est pour ça qu'il faut utiliser des mots qui vont comprendre, puis leur faire confiance aussi. Ça, c'est tellement important pour leur permettre d'accueillir ce qu'il y a en eux. Pas de le nier, pas de leur fouler, de l'accueillir, puis de dire, écoute... puis bon, quand j'ai écrit ce texte-là, j'évoquais tout ce que j'avais reçu, parce qu'il y a un petit passage sur l'héritage. Puis l'héritage, c'est quoi l'héritage? C'est là que mes larmes ont commencé à couler, M. Marquis. Oui. Hein, puis l'héritage, c'est pas le chèque ou je sais pas quoi. C'est le bonjour qui a été dit le matin, c'est le genou écorché qui a été nettoyé au moment où on est tombé en vélo, c'est la patinoire qui a été arrosée en arrière de la cour. C'est tout ça, l'héritage. Puis c'est de tout ça que l'amour qu'on a en soi a été construit, avec tout ça que ça a été construit. Et ça, c'est là. C'est dans nos cellules, c'est dans chacune de nos fibres. Et puis, moi, je me dis, il est là. Et si j'arrête, je peux en prendre conscience, puis je peux accueillir l'émotion qui émerge. Puis ça, on peut parler de ça avec les enfants. On peut faire ça. Ça a dû faire du bien dans votre propre deuil, de boucler cette histoire-là, de mettre des mots sur ces sentiments-là? Ah, énormément. Et depuis, d'ailleurs, que le livre est paru, j'ai aussi le privilège de revisiter tout ça à travers les échanges que j'ai avec les personnes qui m'en parlent. Et encore récemment, il y a une amie qui m'a dit, écoute, moi, j'avais ton livre, je le lisais, j'ai été très ému, puis je l'ai déposé, mais quelques jours après, sans savoir évidemment que ça arriverait, mon frère est décédé. Puis j'ai pris le livre, je l'ai donné à mes nièces, et c'est extraordinaire, le lien que j'ai eu avec elle autour du départ de mon frère. Elle dit, moi, ça m'avait énormément bouleversé, bien sûr, mais le lien, la connexion que j'ai eu avec mes nièces, ça m'a fait un bien énorme de pouvoir le faire à travers ce qu'il y avait dans le bouquin. Bien, c'est inévitable. C'est un livre, ça apporte souvent des sujets, des discussions, ça ouvre à un partage, des confidences. C'est pour ça que les livres sont si précieux au cœur de nos vies. Puis peut-être même plus en temps de pandémie, justement. Il y a comme quelque chose de très rassembleur autour d'un livre qui, pourtant, a été écrit dans une solitude souvent totale, dans une forme de confinement aussi. C'est très vrai. Ça a été écrit dans la solitude, mais chaque fois que je lis un livre, j'entre dans un dialogue. J'entre dans un dialogue avec la personne qui a écrit ce livre-là. Ça me permet d'aller dans un espace commun où il y a des questions qui nous ont habités tous les deux, devant lesquelles on essaie de cheminer. Parfois, la lecture d'un livre, c'est le cheminement d'une personne devant des questions qu'elle s'est posées, hein, et sans nécessairement y répondre. On est avec elle pour le cheminement, puis quand je lis le livre, je chemine avec elle. Puis ça permet il y a une phrase que vous aviez prononcée tout à l'heure, avant même, je pense, qu'on entre en entrevue. Et cette phrase-là est tellement importante pour moi. Rappelez-moi. Et vous avez dit, en lisant votre livre, j'ai réalisé que j'avais jamais vu ça comme ça.
Et cette phrase-là, j'avais jamais vu ça comme ça, là. C'est une des plus belles phrases qu'un être humain puisse prononcer dans sa vie. Puis ça, quand je dis « j'avais jamais vu ça comme ça », je viens de changer. Et je change dans un dialogue avec une autre personne. Et quand je lis un livre, il m'arrive souvent de dire « j'avais jamais vu ça comme ça ». Grâce à la personne qui a écrit ce livre-là, grâce au dialogue qu'on a établi ensemble à travers la lecture que j'en fais. Alors, et ça, c'est merveilleux parce qu'on change toute notre vie à travers des dialogues et des lectures, bien sûr. En tout cas, une chose est sûre, avec papa, vous laissez un héritage à vos petits-enfants, même à votre fille, la fille dont vous me parlez. J'ai des questions pour vous, mais là, c'est des questions qui viennent du public. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Ah, voilà! OK. Je pensais me battre plus longtemps. Je suis un peu soulagée, je vous le dis. Alors, les questions. De la classe de Mme Geneviève de l'école Sacré-Cœur à Saint-Polycarpe. Alors, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire, on vous demande? La vie. La vie dans toutes ses dimensions, c'est tellement... c'est vrai que c'est un cliché de dire ça, mais c'est tellement précieux, puis on l'oublie. Encore une fois, la vitesse à laquelle on fonctionne aujourd'hui, on ne s'arrête pas pour simplement apprécier le fait qu'on est vivant. Puis apprécier tout ce que ça représente, tout ce qu'on peut savourer, déguster, tout ce qu'on peut... connaître, découvrir, apprendre. C'est fascinant, vivre. Et quand on s'arrête et qu'on observe ça, et qu'on entre dans ce fameux moment présent pour apprécier ça, ben, on a le goût d'écrire là-dessus. Oui, il se passe quelque chose, c'est certain. Bon, l'autre question, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un livre sur le deuil? Vous en avez un peu parlé. L'élément déclencheur, c'est la mort de votre propre père. Puis comment parler à des personnes des enfants et des petits-enfants qui seraient là et qui traverseraient aussi cet événement-là, cette période-là. Quel autre sujet aimeriez-vous aborder dans un prochain livre? Ça, c'est compliqué. J'ai commencé... c'est parce qu'il y a une chose qui me passionne, puis c'est un sujet à la fois simple, mais c'est pas facile d'en parler, c'est notre ego. Écoutez, si vous avez réussi à parler de la mort aux enfants, je pense que vous êtes capable de parler de l'ego. Puis, au fond, c'est la belle phrase de Socrate, « Connais-toi toi-même ». Mais moi, j'aurais le goût d'explorer cette phrase-là dans un bouquin. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment on fait ça? Comment on fait ça, se connaître soi-même? On part d'où? On fait ça comment? Et j'ai vraiment le goût d'explorer ça, de cheminer pour faire en sorte qu'on puisse peut-être dire à un moment donné « Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. » On est dans une belle époque pour parler de l'ego, en tout cas. Ah oui, tout à fait. L'ego prend beaucoup de place, je trouve, en ce moment dans notre monde. En tout cas, avec la pandémie, c'est sûr qu'on a comme... ça nous... Peut-être que ça peut aider à remettre les pendules à l'heure parce qu'on a moins l'occasion de flatter notre ego en ce moment. Mais l'ego, c'est quand même omniprésent, notamment juste avec les réseaux sociaux. Vous avez tellement raison, tellement. Puis il y a un philosophe montréalais qui s'appelle Charles Taylor qui a dit qu'un des plus grands et des plus graves problèmes de la modernité, c'était la montée de l'individualisme et du narcissisme. Il parlait de l'ego. Puis effectivement, on est en train de voir ça. Alors que ce dont on a le plus besoin, c'est de retrouver notre nature profonde, c'est-à-dire des êtres de relation. Se tourner vers l'autre plutôt qu'être centré sur soi. Vous savez, avoir des enfants, parfois, ça aide. En tout cas, ça fait partie des... Quand je parle de tisser des liens avec l'autre, quand on lit des histoires à quelqu'un, quand on raconte, quand on ouvre une porte vers une discussion, c'est vrai que ça aide à sortir de soi, de son nombril puis de son ego. Mais le piège du narcissisme, là, c'est rare ceux qui n'en sont pas victimes. Puis pourtant, quand on entre dans l'ego, on veut se développer, etc., croître, la croissance personnelle, etc. Mais le développement, là, il se fait à travers la phrase « j'avais jamais vu ça comme ça ». Et cette phrase-là, elle est prononcée dans le dialogue. Oui. Fait que si je suis juste dans le moi, là, je pourrais pas prononcer « j'avais jamais vu ça comme ça ». Non, ça fait des aides bien plates, hein? Ça, c'est sûr. Alors, ça s'intitule « Papa » de Serge Marquis et Gilles Rapaport. C'est paru aux éditions de La Martinière Jeunesse. C'est disponible. Allez vous procurer ça parce que c'est un livre qui fait une différence dans le cœur puis dans la relation avec l'autre aussi. Alors voilà, c'est un livre sur l'amour, sur le deuil et c'est un livre qui fait du bien. Merci beaucoup, Serge Marquis. Claudia, merci infiniment. C'est un plaisir.